toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Francis Spinner. Francis Spinner, bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains du 16e arrondissement de Paris. Alors on vient de l'entendre à Nice, dans les Alpes-Maritimes, une stratégie locale adaptée à une situation locale. Est-ce que c'est un bon modèle, le dialogue entre le préfet et les élus locaux et des décisions appliquées à une zone précise? Il était temps. Le scandale de cette affaire, c'est que nous avons des gens qui ont organisé ou désorganisé la lutte contre le Covid d'une manière très énarchique, c'est-à-dire tous pareils, alors que la France, elle a une variété de situations. Je ne pense pas que le Covid, ça soit le même problème en Lozère, dans la Creuse, à Paris ou à Nice. Et donc, si on avait organisé sérieusement les choses, d'abord, ce n'est pas le ministre de la Santé qui aurait dû gérer ça. Le ministre de la Santé, il est fait pour régler les normes sanitaires et surveiller ce qui se passe dans les hôpitaux. On aurait dû confier ça soit au ministre de l'Intérieur, soit au Premier ministre, et en relation avec les préfets, faire du cas par cas, faire de la dentelle. C'est-à-dire dire, monsieur le préfet, dans votre département, vous pouvez bénéficier du concours de l'ARS, vous pouvez bénéficier du concours de l'armée, de la gendarmerie, des dialogues avec les élus, et puis, cas par cas, à l'intérieur d'un des départements, ville par ville, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que fermer des cafés dans la Creuse, c'est pas là qu'on va trouver des clusters. Aujourd'hui à Paris, la situation vous inquiète quand vous voyez les hôpitaux, la population, les chiffres, ou vous pensez qu'on peut encore attendre? Mais la situation... Alors ça, c'est un problème de démocratie. En réalité, sous couvert de l'état d'urgence sanitaire, vous avez un gouvernement qui a pris les pleins pouvoirs, vous avez le Parlement qui est tenu à l'écart. Moi, je suis incapable de vous dire quelle est la réalité de la situation, parce qu'il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de débat au Parlement, le gouvernement ne rend pas compte de la lutte contre le Covid régulièrement. Et je ferai même une proposition, une suggestion au gouvernement. Je trouverais normal que des représentants de l'opposition parlementaire soient associés aux réunions du Conseil de défense sanitaire. Parce qu'il n'est pas normal, quand on veut mobiliser tout un pays, d'écarter l'opposition des sources d'information. Le Conseil scientifique, cet organisme opaque dont les dominations, nous ne savons pas comment elles sont faites, nous ne savons pas ce qu'ils sont dit. Il m'apparaîtrait normal que des parlementaires, députés et sénateurs de l'opposition, soient associés à cette réunion. Car si on veut l'adhésion d'un pays, si on veut entraîner l'unité nationale, encore faut-il partager les informations. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de lever l'état d'urgence et de rendre au Parlement le pouvoir de décision? Non, nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'état d'urgence sanitaire a quelques avantages, notamment lorsque l'on voit des gens se réunir sur les quais de Seine, faire un peu n'importe quoi. Donc je ne conteste pas le principe, j'en conteste le fait qu'en réalité, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de dialogue avec l'opposition et il n'y a pas de réelle information. Je vous dis que le gouvernement nomme des parlementaires d'opposition au Conseil scientifique. Ça nous permettrait d'avoir des vraies informations. Aujourd'hui, nous sommes dans le flou. La seule chose que nous savons, c'est le spectacle un peu lamentable de ces mandarins qui se déchirent sur les plateaux de télévision, disant tout et leur contraire, et il est difficile de se faire une opinion. Il y a un conseil scientifique, l'opposition devrait y être présente. C'est la Bérésina des vaccins, disiez-vous, il y a quelques jours à peine. Est-ce que ça va mieux pour vous et vos 167 000 habitants dans le 16e? Est-ce qu'aujourd'hui, la vaccination, ça a démarré? Alors, il faut d'abord dire les chiffres. Dans le 16e arrondissement, nous avons 22 000 personnes éligibles au vaccin. Les plus âgés, donc. Oui, et personnel soignant, le cas échéant. Aujourd'hui, nous arrivons péniblement à avoir 900 doses par semaine, ce qui veut dire 3 600 par mois. Vous comptez qu'il faut 2 injections, donc 22 000 multiplié par 2, ça fait 44 000. Si nous sommes à ce rythme, il nous faudra 1 an pour ne vacciner que la partie éligible de la population. Et évidemment, le gouvernement, qui depuis 3 mois espérait ces vaccins, n'a pas mis en place la logistique, il s'est tourné vers les maires. Monsieur Véran, qui est un personnage arrogant, et qui devrait être plutôt modeste compte tenu des résultats, fait peser sur les élus locaux la responsabilité des centres de vaccination. Moi, c'est moi que les gens engueulent en disant on n'arrive pas à prendre de rendez-vous, quand est-ce qu'on pourra être vacciné? Il faudrait 1 an aujourd'hui pour faire ça. Le problème, c'est que les labos en produisent pas assez. Ah non, c'est un deuxième problème. On a beaucoup parlé de la souveraineté, monsieur Barbier. Mais écoutez, qui a négocié? L'Europe.
Mais à équité pour tous les pays. Non, mais c'est qui l'Europe? Qu'est-ce que vous Madame van der Leyen, la Commission. Non, mais vous savez la nature des contrats, vous savez les clauses, vous savez les prix, vous savez les délais de livraison. C'est-à-dire que sur un sujet majeur, nous avons abdiqué la souveraineté en pensant que l'Europe, ça serait mieux, qu'elle négocierait mieux que nous. Et résultat, eh bien, nous avons une pénurie de doses de vaccins et nous avons renoncé à un acte régalien qui est un acte de souveraineté. Lundi prochain, les cantines scolaires... Nous sommes dans la même situation que j'évoquais, c'est-à-dire l'absence d'information, l'opacité. Or, dans une période comme celle-là, où le complotisme se porte bien, l'absence de transparence nuit à l'efficacité de la lutte contre l'épidémie. Lundi prochain, les écoles doivent rouvrir. Est-ce qu'il faut les rouvrir à Paris? Est-ce qu'il faut les laisser fermer une semaine, 15 jours, pour éviter l'embrasement de l'épidémie? Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffres qui me permettent de dire si les écoles sont des foyers d'infection et de clusters, mais ce qui est certain, c'est que il y a un enjeu scolaire. Quand vous discutez, il m'arrive en tant que maire de discuter avec les responsables des écoles primaires et maternelles élémentaires. Vous avez des enfants qui étaient en CP l'année dernière qui n'ont pas fait la moitié de leur année. C'est une année capitale, on apprend à écrire et à compter. Si vous les remettez en cours en CE1 et que ça continue, vous allez avoir une génération handicapée scolairement. Donc tant qu'on peut ouvrir les écoles, c'est une bonne chose. Maintenant, sur le plan sanitaire, je vous renvoie à ce que j'ai dit, l'incapacité d'avoir des informations fiables. Et si on rouvre les écoles, est-ce qu'il faut renoncer à servir de la viande au repas, à la fois pour faciliter le service et puis pour alléger le régime? Attendez. La question, puisque vous parlez de l'excellent maire de Lyon qui a décidé de faire ça, le prétexte est un prétexte sanitaire. C'est de dire que les enfants, c'est compliqué de les servir, que quand il y a le choix, etc. C'est se moquer du monde. Les bambins, ils ne sont pas au restaurant gastronomique à regarder la carte et à discuter entre eux de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, moi, je constate que les familles défavorisées, et il y en a dans le 16e arrondissement aussi, elles comptent beaucoup sur les caisses des écoles pour fournir aux enfants des menus équilibrés avec des protéines. Et donc des protéines diversifiées, du poisson, des œufs, agneau, bœuf, volaille. Si vous leur supprimez ça, vous fragilisez en réalité et vous pénalisez ces gens-là. Ensuite, nous avons fait des efforts. Chez moi, j'ai là quelques remarques qui m'ont été faites par la Caisse des écoles. Les fabricants de protéines végétales, c'est des steaks de soja, des nuggets de soja, et franchement, c'est pas au goût des enfants. Donc si vous leur faites ça toute la semaine, ils vont non pas être très heureux. Donc qu'on propose plus régulièrement des menus végétariens, il y en a un une fois par semaine dans nos écoles du 16e arrondissement, c'est très bien. Mais si le prétexte sanitaire, c'est pour en réalité affirmer idéologiquement une position, plus de viande et plus... on tue plus les animaux. Et on tue plus les animaux. C'est un peu ridicule. Et dans ces cas-là, on en revient toujours à la même chose. Quand on prend ce type de décision, on peut d'abord consulter les gens. Voilà. La droite se cherche un candidat, mais surtout un projet pour la présidentielle. La droite chiracienne que vous représentez, bon, c'est fini, elle n'aura pas de candidat. Écoutez, monsieur Barbier, moi, tous les matins, quand j'arrive à ma mairie, j'ai des courriers sur des demandes de logement, j'ai des gens qui s'inquiètent pour leur emploi, j'ai des commerçants qui sont fermés. Personne ne me parle de l'élection présidentielle à venir. Alors, elle intéresse les commentateurs, elle intéresse la classe politique. Il faudra bien un candidat quand même. Non, dans un an, on y est presque. Mais ça n'est pas l'heure. Ça n'est pas l'heure. Ce qui est important, c'est d'établir un projet. Qu'est-ce que nous allons proposer, ou en tout cas, qu'est-ce que proposera notre candidat ou notre candidate? Je ne parle pas de l'écriture inclusive, mais j'essaye de faire les choses... D'hypothèse politique. D'hypothèse politique. Qu'est-ce qu'il proposera à notre pays? Du social, du libéralisme, des finances publiques redressées? Non, il faudra d'abord restaurer l'autorité de l'État. C'est le premier sujet. Nous ne pouvons pas accepter que des commissariats soient attaqués en toute impunité, que des manifestants saccagent en toute impunité. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut tirer les leçons de la crise. Et tirer les leçons de la crise, c'est de voir que nous avons un État qui coûte cher, qui est tentaculaire et qui n'est pas efficace. Et il faut se poser les questions des raisons de son inefficacité. Et il faudra, à mon sens, revoir tout le fonctionnement administratif de notre pays.
C'est-à-dire qu'il y a trop de structures, il y a trop de gens qui font tous la même chose. Il faudra réfléchir sur une vraie réforme de l'État. Le troisième point qu'il faudra faire, c'est évidemment lutter contre le terrorisme. Et lutter contre le terrorisme d'une manière intelligente. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le séparatisme. Ou plutôt, je sais ce que c'est on vivait ensemble, vous voulez plus vivre avec moi, nous divorçons. Mais c'est pas ça. Ce que veulent les terroristes, c'est nous dominer et imposer leur vision du monde. Donc déjà, quand on nomme mal les choses, on a du mal à résoudre les problèmes. Et donc, il faudra lutter d'une manière très ferme pour défendre à la fois nos valeurs de laïcité, nos valeurs de la République, et arrêter d'être mou sans stigmatiser, parce que notre ennemi, ça n'est pas l'islam, ce sont les terroristes qui utilisent l'islam à des fins politiques. Si ce n'est pas l'heure de la présidentielle. Il faudra enfin... Vite, parce que le temps passe. Oui, mais il faudra enfin restaurer en même temps la dignité, le sentiment de déclassement, et il faudra, sur le plan social, que nous fassions preuve d'imagination. Si ce n'est pas l'heure de la présidentielle, ça veut dire que quand cette heure sonnera et qu'on devra choisir un candidat, François Baroin, votre collègue et ami, pourra peut-être réviser sa décision. Vous savez, moi vous avez dit que j'étais chiracien, je suis issu d'une famille gaulliste. Qu'est-ce que disait le général de Gaulle ? C'est que finalement, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec la nation. À un moment. La rencontre d'un homme avec la nation, c'est un moment, et c'est une décision personnelle. Et moi, je ne parle jamais à la place des autres. Le moment venu, ceux qui sont en capacité, car, je le dis très clairement, pour un certain nombre de membres de ma famille politique, on ne s'improvise pas président de la République. Nous avons vu ce que ça a donné avec M. Hollande et avec M. Macron. Être président de la République, c'est le fruit d'un parcours et c'est le fruit d'une expérience. Ils ne sont pas si nombreux à répondre à ces critères. Anne Hidalgo, un mandat et demi comme maire, 2 mandats d'adjointe, c'est un parcours. Alors, c'est un parcours, mais c'est un parcours avec un bilan. Et ça la disqualifie pour la présidentielle ? Écoutez, moi, je ne vais pas m'occuper de la campagne de Madame Hidalgo. Simplement, je souhaite, pour les Français, de ne pas avoir Madame Hidalgo comme présidente de la République quand on voit l'état des finances de la ville, son endettement, le fiasco du Vélib et tout ce qui a été fait. Madame Hidalgo est aujourd'hui l'otage des Verts, du Parti communiste qui est surreprésenté. Elle a le plus grand mal avec sa majorité. Je la vois mal transposer ce psychodrame à l'échelon national. Francis Szpiner, merci. Bonne journée. Je vous remercie, Monsieur Barbier.